Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Marie-Ève Lapointe de l'ACSM Montréal. On parle ensemble d'un programme de relations interculturelles en santé mentale. Plus tard à l'Espresso et l'Espresso allongé, il sera question de mémoire vive. En début de deuxième demi, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle du projet de loi 130. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Fénose, une invitée qu'on avait eue il y a quelques temps à Folie douce, et sa chanson s'intitule « Trop habitué ». Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous informe sur la santé mentale depuis plus de 25 ans. J'accueille maintenant mon invité qui est Marie-Ève Lapointe. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Folie douce. Vous êtes conseillère au programme à l'ACSM Division du Québec et filiale de Montréal. On va parler ensemble d'un programme de relations interculturelles, mais d'abord, j'aimerais situer ce que c'est l'ACSM, qui est l'Association canadienne pour la santé mentale, qui existe depuis longtemps, mais peut-être ce serait bien de faire un rappel de ce que c'est. Oui, certainement. Donc, l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, filiale de Montréal, est un organisme sans but lucratif qui fait partie d'un réseau pan-canadien qui fête d'ailleurs son 100e anniversaire cette année. Oui. Ça, c'est probablement un des pionniers en tant qu'organisme au Canada, parce qu'il y a 100 ans, on ne parlait pas tant que ça de la santé mentale, je dirais. Oui, tout à fait. Puis, c'est intéressant aussi de savoir que c'est à Montréal que l'action de l'Association canadienne pour la santé mentale a débuté. Et c'est d'ailleurs ici qu'on va fêter également le 100e anniversaire avec notre congrès annuel qui est à venir. Oui. Intéressant. Donc, l'association fait quoi, en fait? Le but ultime ou les buts, probablement qu'ils ont évolué dans le temps, mais quand on se parle, au moment où on se parle, donc, qu'est-ce qu'on vise avec la CSM, justement, auprès des gens? Mm-hmm. Donc, à l'association, on travaille en promotion et prévention en santé mentale. Donc, on a développé plusieurs services, plusieurs actions pour ce faire. Donc, on travaille à la fois à l'information et à la sensibilisation de la population à la santé mentale. On travaille aussi en partenariat et en concertation. Et également, on est un lieu de formation pour outiller les professionnels, les intervenants, les décideurs également. OK. Donc, quand même un rôle, c'est un rôle important parce que si on ne réussit pas à informer la population, tu sais, ça part de là souvent l'acceptation ou la meilleure compréhension de la santé mentale. Exactement. Puis, aujourd'hui, on est beaucoup axé sur le traitement, sur comment on parle beaucoup de maladies mentales, mais c'est d'autant plus important de parler de la prévention, de la promotion d'une bonne santé mentale, puis de la prévention des troubles de santé mentale aussi. Oui. Et on vous a invité aujourd'hui justement pour parler d'un programme qui est le programme des relations interculturelles. On sait que la CSM a fait, je pense, beaucoup de différentes actions, mais qu'est-ce que c'est ce programme-là, justement? Mm-hmm. Donc, le programme des relations interculturelles, ça a été fondé il y a plus de 20 ans et ça a pour objectif de favoriser l'accessibilité aux services de santé et services sociaux pour les personnes qui sont issues des communautés ethnoculturelles. Ça a aussi pour objectif de sensibiliser les intervenants à la réalité de ces communautés-là, puis aussi aux pratiques, en fait, qui favorisent leur bonne santé mentale. Et le programme a également comme objectif de favoriser le réseautage, la concertation entre les différents acteurs, les différents intervenants professionnels qui sont appelés à travailler auprès de ces communautés-là. Parce que je pense que ça a été longtemps délaissé, ça l'est peut-être encore aujourd'hui, les communautés culturelles. On a l'impression que la santé mentale, souvent, est perçue à même la communauté de façon plus taboue. On dit peut-être moins les mots qu'il faut dire, ou on a peut-être un peu peur des fois de certaines problématiques de santé mentale. Alors, il y avait certainement un besoin, là. Vous dites que ça fait comme une vingtaine d'années, mais effectivement, même aujourd'hui, je pense qu'il y a probablement un rattrapage à faire, hein. Mm-hmm. Et puis, les besoins sont d'autant plus criants auprès des professionnels qui sont à la recherche d'outils, de façon de bien aborder la réalité de la santé mentale auprès des communautés culturelles, d'outils pour entrer en relation aussi.
Il y a à la fois la culture de l'autre, mais il y a la culture, notre propre culture de laquelle il faut prendre conscience quand on intervient auprès des communautés culturelles. Ouais. Donc, c'est ce grand besoin-là qui avait à l'époque justifié la création de ce programme. Et aujourd'hui, on voit d'autant plus sa pertinence. On le sait notamment, on en parle beaucoup actuellement de l'arrivée des réfugiés syriens. On se retrouve avec des organisations, des professionnels qui ont besoin d'outils, qui ont besoin d'accompagnement et qui, encore plus maintenant qu'auparavant, ont besoin de se rassembler puis de se concerter pour développer des bonnes pratiques. Oui. Comment on aborde justement la santé mentale? Est-ce que c'est selon le type de communauté ou est-ce qu'il n'y a pas comme une façon de faire? Comment on s'y prend? On commence par où, en fait? Mm-hmm. Bien, vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. En fait, quand on parle de l'approche interculturelle, on ne parle pas nécessairement de développer de connaître toutes les cultures ou toutes les dimensions de la diversité, mais on parle plutôt d'avoir une démarche qui favorise la diversité des besoins, puis aussi qui mise sur les forces des communautés. Quand il est question de l'approche interculturelle, je vous le mentionnais, il est d'abord question de prendre conscience de sa propre culture, de ses propres croyances, ses propres valeurs, pour ensuite être en meilleure position pour comprendre comment est-ce qu'ils agissent dans la relation avec l'autre. Et on utilise souvent l'analogie de l'iceberg aussi. Vous savez, un iceberg, on voit seulement un 10%, seulement un 10% qui est visible à l'œil, alors que les 90% sont sous l'eau. Donc, en contexte interculturel, il est question de prendre conscience soi-même, qu'est-ce qui se cache sous l'iceberg, et pour l'autre personne aussi, d'être ouvert à aller voir qu'est-ce qui se cache au-delà de sa langue, ses coutumes, qu'est-ce qu'on arrive à voir à l'œil nu, qu'est-ce que la personne mange, comment est-ce qu'elle pratique sa religion. Il est question d'aller voir comment est-ce qu'elle comprend les choses, puis quelle importance ça y accorde. Puis ensuite, c'est de mettre en relation ces deux icebergs-là. Oui. Et qu'est-ce que le programme vous a peut-être appris? Parce que c'est sûr qu'il a évolué au courant des années. C'est important qu'on s'intéresse aux groupes culturels différents des gens qui viennent d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça vous a peut-être poussé à faire ou à modifier? Ou est-ce qu'il y a eu des apprentissages qui ont été enregistrés de votre part? Oui, certainement. Quand le programme a débuté, vous savez, il y a eu différentes vagues d'immigration au Québec. Auparavant, on s'adressait justement plus à des communautés spécifiques. Il y a eu les Vietnamiens qui sont arrivés. Auparavant, il y avait eu les Italiens. Donc, c'est des personnes qui s'étaient regroupées. C'était une même vague. Puis là, on entrait en relation avec un même groupe. Mais maintenant, on travaille en fait avec une grande diversité. Donc, je pense que c'est ça qui a aussi poussé à devoir aller plus loin dans notre compréhension du travail en relation interculturelle. Est-ce qu'il y a des communautés ethniques, là, sans pointer du doigt, c'est juste vraiment pour mieux comprendre, mais est-ce qu'il y a des communautés ethniques où c'est difficile ou c'est presque impossible de parler santé mentale? Est-ce que ça existe? C'est jamais impossible ou c'est certain que il peut y avoir certaines communautés avec lesquelles ça va être plus difficile. Ce qu'on entend souvent, c'est qu'il y a certaines communautés, par exemple, que la maladie mentale, ça fait pas partie de leur vocabulaire. Mais c'est davantage que leur conception est très différente de la nôtre. Donc, c'est pas que c'est impossible, c'est que par rapport à notre propre culture, ça peut demander davantage de travail pour arriver à bien communiquer avec ces personnes-là. Donc, à savoir s'il y en a que c'est plus difficile, il y en a peut-être qui pourront vous dire aussi que pour eux, c'est plus difficile de communiquer avec nous, mais je dirais que c'est davantage un effort qui est à faire pour une meilleure compréhension parce que justement, leur compréhension, leur conception de la santé ou de la maladie mentale est peut-être plus loin de la façon qu'on la conçoit, nous, dans notre culture davantage occidentale. Et comment ils l'aperçoivent, justement? Est-ce qu'ils vont dire, par exemple, que ça n'existe pas ou s'ils l'aperçoivent d'une autre façon? Quand on parle que la santé mentale, c'est pas dans leur vocabulaire, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Il y a quand même un mal qui existe ou il y a une situation qui existe quand quelqu'un se sent pas bien dans leur entourage. Donc, comment ils nomment ça ou comment ils perçoivent, en fait, la santé mentale? Mm-hmm. C'est très différent d'une communauté à une autre, mais ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a des communautés qui vont davantage moins concevoir la difficulté comme provenant de la personne elle-même, mais plutôt d'un équilibre avec aussi l'environnement. Okay. Un équilibre avec les forces qui sont à l'extérieur de la personne aussi.
Ce qui n'est pas mauvais, en fait, parce que c'est un peu ça aussi, la santé mentale. Ça vient de soi, mais ça vient aussi des fois de l'environnement ou des stresseurs environnants. Là. Donc, c'est ça. Hein? C'est ça. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, une des références, puis un des cadres théoriques qu'on utilise à l'association pour comprendre la santé mentale, on utilise les déterminants de la santé. Oui. Ça, en fait, c'est une conception qui est plutôt systémique, qui sert à expliquer, quelles sont les difficultés que les personnes peuvent vivre, quels sont les besoins des personnes en termes de santé, puis comment expliquer les problèmes. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est davantage les facteurs environnants qui vont expliquer les écarts de santé et moins les facteurs individuels comme l'âge, le sexe, le revenu, le niveau d'éducation. C'est davantage les aspects qui vont provenir de l'environnement qui vont influencer la santé des populations. Oui. À la CSN, donc, pour ce programme-là de relations interculturelles, qu'est-ce que vous visez dans les prochaines années? On a toujours peut-être une idée. Est-ce que c'est juste de poursuivre puis de toucher le plus de monde possible, d'aider le plus de monde possible dans les différentes communautés ethniques à Montréal? Vous êtes essentiellement à Montréal. Ou s'il y a des projets que vous avez, aussi peut-être des façons de faire là, qui sont différentes? Donc, au niveau de notre programme, de notre intervention, on a développé plusieurs activités, à commencer par une programmation annuelle de conférences, des formations également qui sont destinées aux professionnels qui sont reconnus par différents ordres professionnels, donc qui s'inscrivent dans une perspective de formation continue. On a également un guide d'intervention et tout ça est chapeauté aussi par l'aide de notre comité d'experts en termes de relations interculturelles. Donc, c'est des activités qui visent à étendre les connaissances des intervenants, des professionnels, de la réalité des communautés culturelles. Mais l'association, actuellement, est au début de la mise en application de sa planification stratégique. Donc, c'est certain que les activités, on souhaite les étendre, on souhaite développer aussi une nouvelle offre de services qui va être qui va encore davantage répondre aux besoins des intervenants puis des communautés culturelles. Oui, Mme Lapointe, donc qu'est-ce qu'il y a, c'est un peu une vaste question, mais qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour mieux conscientiser les gens, pour mieux dédramatiser la santé mentale, démystifier en société en général, là, que ce soit au niveau des communautés culturelles ou de n'importe quelle personne, de n'importe quelle origine, en fait? Qu'est-ce qu'il y aurait comme affaire qui aiderait peut-être à mieux comprendre la question? Bien, c'est certain qu'à travers l'information, la santé mentale, la maladie mentale, ça reste très stigmatisé. Donc, on a des beaux exemples comme Belle Cause pour la cause, par exemple, qui favorise le dialogue autour de la santé mentale, de la maladie mentale. Il faut également venir sensibiliser les personnes, les jeunes, et pas juste non plus avoir un discours qui est dramatique, mais aussi parler de en quoi consiste la bonne santé mentale, comment la favoriser, comment prendre soin de soi. Puis, je pense que c'est également au niveau politique où il faut qu'il y ait davantage d'actions qui soient mises au niveau de la prévention et moins au niveau du traitement. Bien, en fait, c'est sûr qu'il va toujours falloir des soins puis qu'on souhaite qu'ils soient toujours meilleurs et plus adaptés, mais il ne faut pas oublier la prévention. La prévention aussi. C'est effectivement, puis on pourrait à long terme, je pense, épargner beaucoup d'argent si on prévenait les choses. En tout cas, ça pourrait nous aider. J'aimerais qu'on mentionne, il reste quelques secondes encore, les coordonnées pour en apprendre plus sur le programme, savoir comment vous joindre aussi à l'Association canadienne pour la santé mentale. Donc, j'imagine le site web, c'est le meilleur endroit. Oui, exactement. Le site web, acsmmontréal.qc.ca. Et sinon, également sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et LinkedIn, vous pouvez nous trouver facilement, ACSM Montréal. ACSM Montréal, on vous trouve facilement. Merci beaucoup, Marie-Ève Lapointe, d'avoir été des nôtres et bonne continuité, bonne continuation avec tous les projets à l'ACSM. Mais merci à vous. C'est un plaisir. Merci. Au revoir. À la prochaine. Vous avez des commentaires, des questions ou des idées pour Folie douce? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant le bloc Espresso. Alors, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Justin Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu vas nous parler de mémoire vive. Oui, mémoire vive aussi. Comme dans les ordinateurs, finalement. Un peu, c'est le titre que j'ai donné à mes deux espressos pour aujourd'hui. En fait, je vais vous parler de deux individus qui ont des mémoires phénoménales, qui se rappellent de chaque journée de leur vie.
Donc, tout ce qu'ils ont fait, mais on s'aperçoit que c'est peut-être pas nécessairement un atout. Et c'est assez rare aussi que tout le monde... C'est pas positif, je vais te rappeler les très mauvais souvenirs anodins, leur dire, c'est pas une question de... Exactement, ça c'est une des choses, tu vas voir. On va voir ce que tu Parce que des fois, c'est bon de tourner la page et d'oublier carrément. Ouais. Donc, le premier article, c'est écrit par M. Marc Gozlan. C'est sur le site... c'est sur le site psyzoom.blogspot.com. En fait, cette condition, il y a un vrai terme pour ça, c'est l'hyperthymésie. Si on commence d'abord aux États-Unis, l'article de M. Gozlan s'appelle « L'homme qui se souvient de tout ». Et on a changé son nom simplement pour M. M. Alors, M. M a 63 ans et vit à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis. Et c'est à l'âge de 29 ans et 9 mois que cet Américain déclara s'être rendu compte qu'il avait une mémoire extraordinaire. En l'occurrence, lorsqu'il entreprit de dresser la liste des faits historiques dont il pouvait se souvenir. Il fait partie de ces très rares individus notés, comme je le disais, d'hyperthymésie. Ces personnes ayant des capacités hautement supérieures à la moyenne en termes de mémoire autobiographique. Monsieur M possède en effet une mémoire phénoménale pour les faits personnels et historiques, les dates de ces événements ainsi qu'un savoir encyclopédique. Après avoir entendu une émission de radio sur les troubles de la mémoire, il se décide à contacter le professeur Jason Brandt de la faculté de médecine de l'université Hopkins à Baltimore. Il déclare être capable de se souvenir de faits historiques, de dates et de statistiques sportives de façon hors du commun. Il fournit des coupures de presse du début des années 1980, le décrivant comme un homme ayant une mémoire étonnante. On l'appelait « The Amazing Memory Man ». Monsieur M montre un grand intérêt pour les événements sportifs, en particulier pour les Jeux olympiques. Il se souvient des athlètes, des records, des scores, du nom des champions, de ceux qui ont eu une médaille, comme de ceux qui ont été battus. Et lorsque les neuropsychologues lui demandent ce qui s'est passé, par exemple un 18 mai, M. M leur répond qu'il s'agit de la date de naissance du pape Jean-Paul II en 1920 ou du joueur de baseball des Orioles de Baltimore, Brooks Robinson, dans l'Arkansas en 1937. Est-ce qu'on lui demande des détails de sa vie personnelle, comme le 18 mai de telle année, pour qu'il peut... Oui, parce que tu vas voir, là, il se rappelle d'événements, mais c'est encore plus fascinant de voir les souvenirs qu'il a de sa propre vie. Oui, parce que c'est là qu'on prouve que sa mémoire est vraiment exceptionnelle. Ça arrive souvent quand même qu'il y a des gens qui ont des mémoires de date de ce type-là, parce que c'est des événements quand même marquants, que ce soit des Olympiques ou autres, là, mais dans la vie personnelle, c'est autre chose. Oui. Alors, M. M ne sait pas expliquer à quoi tient sa mémoire extraordinaire. Il déclare prendre plaisir à lire les sujets qui l'intéressent, mais ne les étudie pas, ne prend pas de notes, n'utilise pas de trucs de mémoire et surtout ne cherche pas spécifiquement à s'en souvenir. Les faits se gravent automatiquement dans sa mémoire. Il ne visualise mentalement aucun calendrier, ne possède pas des capacités extraordinaires en calcul. Il nous dit c'est juste quelque chose que j'arrive à faire, ajoutant qu'il voit cela plutôt comme un don, même s'il reconnaît que cela constitue parfois un handicap lorsque, par exemple, il se souvient avec tristesse de sa mère, dont il était très proche à chaque anniversaire de sa mort. Monsieur M a accepté avec enthousiasme de se soumettre en 2016 et durant le début de l'année 2017 à une batterie d'examens psychologiques et de tests de mémoire. Monsieur M se lève tous les jours à 11h ou midi, prend tous les jours le même petit déjeuner, écoute les infos à la radio pendant environ 3 heures, puis déjeune d'un fruit. L'après-midi, il a l'habitude d'écouter de la musique classique tout en se livrant aux tâches ménagères jusqu'à 17h ou 18h. Il sort ensuite pour se promener dans son quartier, fait des courses ou se rend à la bibliothèque. 3 soirs par semaine, il fréquente les bars, prend une bière ou une boisson non alcoolisée, parle aux habitués et engage la conversation avec des inconnus. Lorsqu'il rentre chez lui le soir, il regarde la télévision, dîne vers 22h,
C'est quasiment moi, ça. Oui. C'est plus tard que la majorité des Américains. Et puis, il lit avant de s'endormir jusqu'aux alentours d'1h ou 2h du matin. Il aime Shakespeare, suit les équipes sportives locales et assiste aux matchs. Rien dans son comportement ni dans les tests de personnalité et d'évaluation de fonctionnement social n'indique que M. M est un autiste de haut niveau. Il ne présente pas de syndrome d'Asperger. De même, il n'est pas ce qu'on appelle synesthète, un phénomène neurologique par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés. Il n'a pas de mémoire photographique. Le professeur Jason Brandt précise que M. M avait occupé, quand il était jeune adulte, divers postes administratifs. Il avait également travaillé à la billetterie d'un musée. L'emploi qu'il était parvenu à conserver le plus longtemps était celui d'employé dans une agence gouvernementale. Et il y était resté 4 ans. De nombreuses personnes présentant une hyperthymésie souffrent de dépression ou présentent des traits de caractère obsessionnel. M. M a, quant à lui, une longue histoire d'anxiété et de dépression pour lesquelles il est actuellement traité. On voit que c'est pas ça qui va te rendre heureux. Il pourrait peut-être être un bon recherchiste. Des fois, ça, on dit souvent que Ghislain, c'est notre encyclopédie sur 2 pattes, mais c'est un peu ça. Ça prend souvent des gens qui ont des connaissances. Mais, ou participer à des jeux, à des quiz. Il pourrait réussir à faire de l'argent. On va continuer, évidemment, sur ce sujet-là, donc de mémoire vive. C'est intéressant de voir comment c'est un peu un don qui arrive comme ça. C'est vraiment intéressant. Merci Pierre, merci Ghislain. Merci. On poursuivra plus tard à l'émission. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle du projet de loi 130 en santé mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur la mémoire vive. Vous entendrez aussi en chanson Nos stress de Blacko et J'épile ton nom de Les Trois Accords. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. On y va maintenant avec notre chroniqueur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, tu viens de Action Autonomie et tu vas nous parler aujourd'hui d'un projet de loi, le projet de loi 130 du ministre de la Santé. Donc, oui, c'est un projet de loi qui vient finalement compléter la réforme du réseau de la santé et des services sociaux tel que voulu et imaginé par l'actuel ministre Gaétan Barrette. C'est une loi finalement qui vient compléter cette réforme qui a notamment son aspect le plus connu, c'est d'avoir transformé les C3S en CIS et en CIUS, les centres intégrés de santé et de services sociaux et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Ouais. Juste avant de commencer, j'ai sûrement posé la question, mais tu sais, à travers les gouvernements, on a souvent eu des nouvelles appellations, tout ça. Est-ce que c'est juste souvent, on a toujours l'impression que c'est un peu cosmétique, mais dans ce cas-ci, ce cas-ci, c'était majeur. Il y a eu vraiment un changement. Là. Oui, parce que j'ai pas les chiffres exacts, mais il y avait, je crois, autour de 200 établissements de santé au Québec avant la réforme. Il en reste à peu près 35 ou 38. Donc, ça a eu pour effet de créer des méga établissements de santé, des très, très, très grosses organisations
de plusieurs milliers d'employés. On a beaucoup reproché aussi à la réforme d'enlever à la population les leviers qu'elle avait anciennement. Les membres des conseils d'administration des anciens CLSC étaient nommés au suffrage universel, tout ça. Aujourd'hui, les conseils d'administration sont nommés directement par le ministre. Donc, il y a eu beaucoup de critiques autour de cette réforme-là. Et ce projet de loi 130 vient finalement conclure cette réforme des services de santé et services sociaux. Ouais. Les médecins ont beaucoup dénoncé ce projet de loi-là qui leur enlève une partie de leur autonomie par rapport aux administrations des hôpitaux. Et donc, le projet de loi fait parler de lui surtout à cause de ça. Mm-hmm. Nous, par contre, on a identifié 2 aspects de ce projet de loi qui viennent... Un qui vient un peu entraver l'exercice des droits et l'autre qui vient au contraire les supporter. Donc, le premier, ça concerne le commissaire aux plaintes et à la qualité des soins. C'est l'instance à laquelle on peut se référer quand on veut se plaindre, justement, là, des services hospitaliers qu'on a reçus. D'ombudsman. C'est ça, un genre d'ombudsman. Des services de la santé. Ouais. Anciennement, il y en avait un par C3S. Aujourd'hui, il y en a un par CIUS. Donc, il est déjà plus éloigné qu'il l'était des patients. Et ce que le nouveau projet de loi vient mettre en place, c'est la possibilité de donner des mandats à des membres du personnel de l'établissement. Jusqu'à maintenant, le commissaire aux plaintes, il était comme indépendant de l'établissement. Et là, il va avoir, faute probablement de ressources, il va avoir la possibilité de donner des mandats à du personnel de l'hôpital. Ce qui fait que ces gens-là vont se retrouver dans une espèce de double loyauté envers l'établissement, mais en même temps envers l'instance qui se plaint de l'établissement. Donc, ça risque de poser un certain nombre de problèmes et d'amoindrir peut-être là, le rapport de force entre le commissaire aux plaintes et l'établissement. Une des raisons, c'était sûrement pour sauver des sous, pour épargner de l'argent. Ouais. Et mieux contrôler, entre guillemets, en tout cas, que ça fonctionne mieux, peut-être Mais le message que ça envoie, c'est que l'examen des plaintes, finalement, c'est pas si important que ça. Ça peut se faire à l'interne, ça peut se faire par des gens qui participent aux activités quotidiennes de l'hôpital. À notre avis, ça n'envoie pas un très, très bon message à la population. Cependant, il y a un autre aspect du projet de loi qui, lui, a fait consensus dans tous les partis à l'Assemblée nationale, notamment dans la population en général et auprès de nous, les organismes de défense de droits. C'est l'ajout à la loi sur les services de santé et services sociaux d'un nouvel article qui porte le numéro 118.2. Cet article 118.2, il suit l'article 118.1 qui encadrait l'application des mesures de contention et d'isolement dans les hôpitaux psychiatriques. L'article 118.2 vient encadrer la pratique de la garde en établissement. Okay. Nous, on a beaucoup critiqué l'application de la loi P38 parce que les établissements avaient beaucoup de marge de manœuvre et il n'y avait pas trop de contrôle autour de l'application de cette loi-là. L'article 118.2 vient changer ça un peu. Il demande aux hôpitaux, aux établissements, finalement, d'adopter un protocole sur l'application de la loi P38. Donc, on ne pourra plus, ça ne sera plus à la discrétion de chacun des médecins. Il devrait y avoir un protocole plus précis. Et l'article de loi va plus loin que ça. Il détaille un certain nombre d'aspects que le protocole doit couvrir. Notamment, la question, le premier aspect, c'est celui de la date du début et de la date de la fin de toute mise sous garde. Ça, c'est souvent un problème. Nous, on a constaté qu'il y avait des grosses difficultés de ce côté-là parce que les délais prévus par la loi étaient souvent dépassés, mais il était difficile pour la personne de savoir à partir de quand exactement le délai commençait et à quel moment il terminait. Là, ça devrait être inscrit dans son dossier, donc ça devrait faciliter les processus de plainte. Deuxièmement, on va demander à ce qu'il y ait dans chacun des cas une description assez précise des motifs de danger qui justifient la mise sous garde. Parce que nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de cas où les comportements sont plus dérangeants que dangereux.
Et les juges et les médecins considèrent que ce sont des motifs suffisants pour interner les gens, ce qui n'est pas l'esprit de la loi. Donc, quand c'est dérangeant, c'est ça, quand il y a un comportement dérangeant, les juges pensent que justement ça va causer des problèmes, mais en réalité, c'est pas dangereux nécessairement, c'est juste dérangeant. Exactement. Donc, il y aurait d'autres actions à prendre par rapport à l'aspect dérangeant d'un comportement, mais la loi ne permet pas de régler ces problèmes-là par une privation de liberté. Il devrait y avoir d'autres interventions qu'on connaît très bien qui peuvent se faire avec les personnes qui ont des comportements un peu excentriques ou dérangeants. Donc, ce point-là vient quand même peut-être aider un petit peu, en tout cas, à améliorer là, d'une certaine façon. Ça aide clairement ça va aider les personnes notamment à pouvoir contester des traitements qu'ils ont subis après coup, ou même, puis ça va les aider probablement aussi à mieux faire valoir leur point de vue devant les tribunaux. Ouais. Le troisième aspect, c'est celui des rapports d'examen psychiatrique. Il doit y avoir désormais dans le dossier des personnes une copie des rapports d'examen psychiatrique systématiquement, des demandes de mise sous garde et de tout jugement ordonnant la mise sous garde. Il arrive très souvent que les gens ne sont même pas au courant qu'il y a eu un jugement contre eux, ne sont pas évidemment au courant du moment où ça finit, du moment où ça commence et tout ça. Là, au moins, ils devraient avoir, à partir du moment où ils demandent de consulter leur dossier, il devrait y avoir des copies du jugement. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour les personnes de comprendre ce qui leur est arrivé. Parce et éventuellement, de pouvoir contester. Parce que la loi permet ça. Je veux dire, un individu peut voir ce qui le concerne, je pense, peu importe s'il y a un problème de santé mentale ou pas. Là. Tout à fait. On peut toujours demander accès à notre dossier médical, mais on n'a accès qu'à ce qui a été mis dans notre dossier médical. Donc, quand on n'a pas mis certaines informations, on aura beau avoir le dossier, les informations ne sont pas là. Là, la loi va prévoir que ce type d'information-là va être présent. Donc, c'est un gain quand même important. Et cette loi-là, on le rappelle, le projet de loi 130, en fait, c'est une loi qui est passée, là, en fait, qui est passée. Elle a été adoptée à la fin de la session parlementaire 2017. Oui. Donc, elle est entrée en vigueur au début 2018. Oui. Et donc, présentement, elle est en vigueur. Oui. Évidemment, le problème est un peu toujours le même, c'est-à-dire celui de l'application. Il va falloir qu'on fasse connaître ces nouvelles dispositions légales-là, parce que nous, l'expérience qu'on en a, c'est que autant le personnel que les médecins, souvent, ont une connaissance très, très approximative de la loi, et nous, on est justement là dans certaines démarches pour clarifier ça, pour préciser ça et pour dire que la loi, elle est là pour être respectée et pour sensibiliser les soignants à cette nécessité-là. Et donc, jusqu'à maintenant, on se basait sur les dispositions de la loi P38 qui prévoyaient des choses précises, mais là, dans les cas particuliers, ce que ça vient changer, c'est que dans chacun des cas particuliers qu'on va avoir à traiter, l'information devrait être présente dans les dossiers des personnes. Donc, parce que, par exemple, sur une autre question, sur les mesures de contrôle, les gens disaient, les mesures de contention et d'isolement, les gens disaient, j'ai été attaché, j'ai été enfermé, mais ça paraissait pas dans leur dossier. Fait que comme ce qu'on disait, vous avez un problème de santé mentale, donc vous avez imaginé ça. Vous avez imaginé ça, ça s'est pas passé. Et donc, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre à ce moment-là, puis la personne n'a à peu près aucune chance là, de faire valoir son point. Donc, à partir de maintenant, en principe, ça va être rectifié, puis voilà. Pour l'avenir, ça devrait être mieux. Oui, et la bonne expression, c'est en principe. En principe. C'est ça le problème, parce que il y a beaucoup de dispositions légales qui préexistaient déjà et qui étaient plus ou moins bien appliquées. Ouais. Et donc, ça va être ça le défi. Et c'est une question aussi de volonté politique de la part du ministre. Quand le ministre veut faire appliquer des réformes, veut appliquer des changements dans le réseau, il s'est donné les moyens de le faire. Il faudrait qu'il se donne les moyens de faire respecter ces nouvelles dispositions légales-là. Mais on se réjouit quand même qu'il les ait inscrites dans la loi. Parce que il y avait rien qui l'obligeait à faire ça. Mais on perçoit que, de la part de Gaétan Barrette, il y a quand même un certain intérêt
envers les droits des personnes, envers les possibilités qu'elles ont de faire valoir leurs droits puis de contester certains traitements avec lesquels elles ne sont pas d'accord. Et ce nouvel article de loi-là va tout à fait dans ce sens-là. Oui. Et un dernier aspect aussi qui est important pour nous, c'est qu'il doit y avoir des rapports faits au conseil d'administration de chacun des établissements du nombre de fois où la loi P38 a été appliquée et invoquée. Ça, c'est intéressant parce que nous, quand on essaie de faire des portraits de l'application de la loi P38, on a très souvent des données qui sont fragmentaires, où on s'aperçoit qu'il y a certains aspects qui n'ont pas été comptabilisés. Donc là, on peut espérer que dans nos prochaines versions du portrait de l'application de la loi P38, on va avoir des données plus précises qu'avant parce que les hôpitaux vont être tenus de faire une compilation là, rigoureuse de toutes ces informations-là. Mm-hmm. Donc, si on veut... finalement, vous êtes assez en faveur de cette loi-là, si on veut regarder ça comme ça. En fait, on n'est pas nécessairement, on se prononce pas sur la loi au complet parce qu'il y a plein d'autres aspects du projet de loi 130, comme je disais tout à l'heure, qui touchent à l'autonomie des médecins, qui touchent à toutes sortes d'autres questions. Mais on se réjouit comme l'ensemble, les partis d'opposition à Québec s'en sont réjouis aussi. Oui, cet aspect-là est un aspect intéressant, est un aspect positif qui va venir améliorer les chances des personnes de faire valoir leurs droits et de mieux connaître leurs droits aussi. Nous, ça va être un outil, on va intégrer ça dans nos outils de sensibilisation pour dire aux personnes, vous avez une reconnaissance nouvelle maintenant, plus uniquement dans la loi P38 elle-même, mais dans la grande loi sur les services de santé et services sociaux qui encadre l'ensemble des interventions du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, c'est effectivement un gain assez majeur là, par rapport à la défense de droits en santé mentale. C'est à suivre et c'est à suivre aussi si les gens de l'interne vont bien l'appliquer, c'est à voir aussi dans les prochaines chroniques, éventuellement, on y reviendra. Là, on va être vigilant là-dessus. Effectivement. En terminant, Jean-François, le site web et le numéro de téléphone pour joindre Action Autonomie. Alors, notre adresse Internet, c'est le www.actionautonomie.qc.ca et on peut nous joindre en tout temps au 514-525-5060. Pour toute question qui a rapport au droit en santé mentale, vous êtes... Pour tout problème, pour tous les Montréalais, Montréalaises, on est là. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé et le sujet de mémoire vive que tu as entamé plutôt intéressant. Tu t'en rappelles? Ben absolument, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Ben moi, juste pour te dire, j'ai quand même une assez bonne mémoire des dates en général, mais pas au point d'avoir, tu sais, comme tu disais tantôt, d'avoir le vainqueur d'une épreuve olympique et qui a perdu et tout ça. Mais souvent, j'ai une mémoire qui est plus sur les dates personnellement. Là, j'associe des dates, je suis capable de savoir... Une des personnes qu'on pourrait mettre cet exemple-là, c'est Paul Wood. Oui. Il serait capable de nommer le champion du 400 mètres haies arménien. Ouais. Mais toi, tu as une assez bonne mémoire aussi, je pense. Oui, à correct. ta façon. Oui. Mais Pierre, tu parles quand même de choses phénoménales qui n'est pas rapport des gens qui nous battraient facilement. Absolument. Dans des concours de mémoire. Alors, j'étais en train de lire tantôt cet article de M. Mark Goslan, qui est journaliste scientifique américain. Et son article s'appelle « L'homme qui se souvient de tout ». Et cette capacité de se rappeler de chaque journée de sa vie, des vêtements qu'on portait, de qu'est-ce qu'on a mangé au déjeuner, au dîner, au souper. Il y a longtemps, là, pas hier, là, on parle de d'autres dates. Quelle émission qu'ils ont regardée, puis c'était quoi l'histoire de... C'est fou comment que... Parce qu'on dit souvent, quand on veut se remémorer quelque chose, il faut avoir quelque chose, il faut l'associer avec quelque chose. Avec un événement qui nous a marqué, mais peut-être. Comme c'est dans les choses de la vie, je ne sais pas comment... C'est comme un don. En fait, oui, ce don-là, si tu veux, ça s'appelle en vrai terme, là, c'est l'hyperthymésie. Et on nous dit dans l'article que les gens qui ont cette condition montrent pour la plupart d'entre eux peu d'intérêt à se remémorer des événements historiques antérieurs à leur naissance. Ça, c'est intéressant.
Par exemple, chez M. M, la mémoire porte sur des faits qu'il n'a pas personnellement vécus et qui se sont souvent produits dans un passé lointain. De plus, alors que les sujets hyperthymésiques ont la capacité de souvenir en détail de chaque jour de leur vie d'adulte, ce qu'ils ont mangé ou du temps qu'ils faisaient même. Monsieur M ne possède pas cette capacité. Surtout les tests conduits en laboratoire montrent que son incroyable mémoire autobiographique s'accompagne de performances moyennes dans l'acquisition de nouvelles connaissances. Enfin, Monsieur M a des capacités intellectuelles se situant dans la moyenne. C'est assez étonnant. Monsieur M a parfaitement conscience que sa mémoire est exceptionnelle, notamment lorsqu'il se montre capable de se souvenir de l'adresse précise des 15 lieux de résidence où il a séjourné durant au moins 6 mois au cours de sa vie. Est-ce que tu serais capable? Pas moi, je pense. J'ai pas changé à tous les 6 mois. Je pourrais peut-être retourner. La plupart des adresses, je pense que je m'en souviendrai. Ouais. Même s'il lui arrive parfois d'oublier le code postal. Ouais. Ça, c'est plus compliqué. Oui. C'est avantageux aussi. S'il perd ses clés, lui, il peut le retrouver parce que il va se rappeler à quel endroit il a mis telle chose. Peut-être. Alors qu'un Américain se souvient en général du nom des 3 ou 4 premiers présidents des États-Unis ou bien de 7 ou 8 les plus récents, M. M parvient à donner dans l'ordre inverse et sans se tromper du nom de tous les présidents, 44 au total, en commençant par Barack Obama. Qui était locataire de la Maison-Blanche à l'époque le 44e de cet article. Oui. Ouais. Par ailleurs, M. M ne fait absolument aucune erreur lorsque les chercheurs lui demandent de nommer la totalité des films primés aux Oscars entre le début des années 40 et le début des années 90. Ça, c'est fort. Je pense que même toi, tu ne serais pas, Non. J'en oublierais quelques où je donnerais peut-être tout croche. Puis mais ça, c'est fort. Là. Écoute, on monte loin. Là. Sa mémoire des dates défie le sens commun. Lorsqu'on lui demande la signification de 30 dates historiques prises au hasard, il donne une réponse correcte à 27 reprises sur 30. Il lui arrive d'ajouter une note personnelle. Exemple, pour le 21 juillet, il marque alors un temps d'arrêt, lève les yeux au ciel, puis déclare que c'est le jour où ma mère est morte, en 1987, ajoutant la première grande bataille de la guerre civile, la bataille de Bull Run, tombait au même jour en 1861. C'est aussi le jour où le chanteur Cat Stevens a écrit ma chanson préférée, Morning Has Broken. Cette Cat Stevens est née en 1948. Est-ce qu'il est capable de se rappeler de les vêtements qu'il portait pour être sûr que c'est j'imagine. C'est ça que tu semblais dire tantôt. Oui. Parce qu'on identifie que vraiment, c'est pas juste de l'encyclopédie, c'est aussi dans sa vie. Oui, mais qui est-ce qui va pouvoir vérifier quel vêtement il portait? Mais ce que je remarque, il faut que ce soit vérifiable. Avec des photos, peut-être. Ce que je remarque, c'est... En tout cas, je ne sais pas si c'est toujours ce qu'il fait, mais il prend un événement de sa propre vie puis l'associe à des grands événements. Exactement, oui. Les neuropsychologues du département de psychiatrie et de sciences comportementales de l'hôpital Johns Hopkins ont également demandé à M. M de répondre 2 mots à une série de 75 questions de culture générale. Alors que la probabilité qu'un étudiant puisse répondre aux questions les plus difficiles était nulle, M. M a correctement répondu dans 63,5 des cas. M. M a participé à des séances d'imagerie cérébrale afin d'évaluer l'anatomie de son cerveau et de son fonctionnement. Sur le plan structural, l'IRM cérébral n'a rien montré de particulier concernant le volume du cerveau ou celui des différentes régions formant l'hippocampe. Selon eux, tout se passe comme si M. M voyageait mentalement avec une aisance exceptionnelle à travers les différents niveaux de sa mémoire autobiographique, organisée en épisodes de vécu personnel, événements généraux ou spécifiques. Bien, en quelques secondes, Pierre, je pense que c'est presque tout le temps qu'on a. Est-ce qu'on peut, des gens qui voudraient en savoir plus, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher sur Internet? Si on veut relire l'article ou le lire au complet, l'article s'appelle « L'homme qui se souvient de tout » de M. Mark Goslan. Et il y avait aussi un autre type atteint de la même... atteint du même problème, si on veut. C'était M. Joey de Grandis. Alors, vous tapez simplement Joey de Grandis et vous allez voir, c'est un homme qui souffre d'hyperthymésie. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. C'est un excellent sujet. Mémoire vive à Folie douce.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. En terminant ce rendez-vous de Folie douce, on y va avec la nomenclature des chansons. Ghislain Malou, on va faire ça ensemble. Alors, on a écouté en début d'émission Trop habitué. Oui, de Phénose. On a pu entendre L'amour à la manière des anges. Oui, de Marat Tremblay. Dans la deuxième demi, on a écouté la chanson No Stress. De Blacko. Et à l'instant, J'épile ton nom. Oui, des trois accords. Toujours des noms et des titres intéressants des trois accords. Les maîtres de l'absurde. Mais qui durent finalement. On riait bien d'eux autres avec les trois accords, mais je pense qu'ils ont fait quand même leur place dans la musique. Oui, c'est devenu un incontournable. Merci pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta participation. Merci Pierre à la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour tes blocs Espresso et Allongé où tu nous as parlé de Mémoire vive. On a entendu quand même des histoires. J'ai presque oublié déjà. T'as oublié, ouais. Mais en tout cas, c'était pas le cas de celui dont tu nous parlais. Il y avait une mémoire phénoménale. Ouais. Je remercie les personnes qui étaient avec nous dans l'émission. Notre invité en début d'émission, Marie-Ève Lapointe de l'ACSM Montréal, qui nous a parlé d'un programme de relations interculturelles. On avait également en début de deuxième demi notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui nous a parlé du projet de loi 130 en santé mentale. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et la prochaine de Folie douce. Au revoir. Bop